On parle ce soir dans la télé d'ici de la vaste campagne de vaccination contre la Covid-19. Vous le savez, la Côte d'Ivoire a réceptionné il y a peu et engagé aussitôt une campagne de vaccination gratuite et non obligatoire. Les autorités politiques et les corps constitués avec à leur tête le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Patrick Hachi, se sont prêtés au jeu un peu comme des cobayes. Question faite de rassurer sur la qualité de ce vaccin. Est-ce que c'est suffisant pour convaincre les adeptes du aromagnarin ou de la purge au piment? Enfin, il n'y a pas que le piment, il y a d'autres ingrédients. Je ne sais pas, mais en tout cas, la question reste posée. Et cette question de vaccin suscite aussi beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques pour certains, beaucoup de scepticisme chez d'autres. On en parle ce soir avec deux invités. Nicaise Akalepri, le chargé d'études du service surveillance et épidémiologique. Docteur Epa Kwaku, administrateur PEV de l'UNICEF, qui sont déjà en plateau et qui viendront donc nous donner le maximum d'informations. On va retrouver la loupe de Pierre qui parle des choses de la campagne, liées aux législatives. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est une sorte de panier, une sorte de fourre-tout. On en saura certainement un peu plus en début de deuxième partie de cette émission. À retrouver le cinéma de l'INSEE pour le volet artistique. On sera rejoint par un pianiste du nom de Yannick Seri qui fera certainement de petites merveilles. Il n'est pas qu'arrangeur, il est aussi mélodiste. La télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour parler ce soir de la vaccination contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire, on le disait il y a quelques secondes, a réceptionné donc son premier lot de doses de vaccins. Il y a des cibles prioritaires et le district d'Abidjan constitue pour l'instant donc la seule région concernée, d'autant que le district d'Abidjan est l'épicentre de cette pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. On va donc en parler tout au long de cette émission avec deux invités. On sera rejoint dans quelques petites minutes seulement par professeur Nicaise Akalepri. Entre-temps, il est déjà en plateau avec nous, c'est docteur Epa Kwaku, administrateur PEV UNICEF. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Ok, c'est à vous le merci pour nous donner cette opportunité de parler de la vaccination contre le Covid. Quand c'est les choses qui intéressent les Ivoiriens, on est lésine sur aucun moyen. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci. Allez-vous vous faire vacciner? Le temps que Pierre récupère son micro qui est tombé. Non, c'est pas mon micro, mais ça va, tout va bien. On peut continuer. Je ne sais pas. Ouais. Je suis un peu, justement, on va faire cette émission et peut-être qu'à la fin, je prendrai ma décision certainement. Mais c'est vrai que je suis un peu sceptique. Je pense comme D'accord. Et pourquoi vous êtes sceptique? Je suis curieux de savoir. Concernant le choix du vaccin et concernant aussi le recul qu'on n'a peut-être pas encore ou qu'on n'a peut-être pas assez. D'accord. Voilà. OK. Quand vous parlez de recul, pour vous, les choses sont allées un peu trop vite, c'est ça? Oui. On a trouvé le vaccin un peu trop vite. Exactement. Peut-être qu'il aurait fallu le tester encore un peu. On connaît peut-être pas très bien. Enfin, on connaît peut-être pas. On voit par exemple qu'il y a une mutation aussi du virus, donc de la Covid-19. Et du coup, peut-être qu'on connaît pas encore assez bien cette maladie. Cet élément étranger qui est tombé comme ça. Exactement. Qui est tombé comme ça. Pierre, ça va? Ça va bien, merci. Vaccination ou not? Vaccination, plutôt, moi. D'accord. Ouais. Vous êtes rassuré? Rassuré, non, pas à 100%. Comme elle dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de recul sur la question, mais en même temps, il y a une urgence épidémique qui est bien réelle et des personnes qui continuent de tomber malades. Donc, je pense que si on les sépare, on ne saura pas. Après, c'est vrai que c'est déplaisant l'idée de penser qu'on était une espèce de cobaye et que le programme de vaccination à grande échelle, c'est peut-être ça, mais moi, je pense qu'à un moment, il faut se décider, il faut sauter le pas. Il faut sauter le pas. Et vous, Chèque? Et moi? Oui. On verra au terme de cet échange. Avec nos invités, on saura si le jeu en vaut la chandelle ou pas. Les choses de la campagne, à retrouver dans quelques instants. Ouais, la loupe de Pierre. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. OK. C'est un pot pourri de... très bien.
OK. Je propose qu'on regarde ce micro-trottoir. C'est l'avis d'ici qu'on a réalisé le 14 janvier dernier. En gros, on avait demandé à ce temps aux Ivoiriens de se prononcer sur oui ou non pour la vaccination. On regarde et puis juste après, on déroule avec nos invités. Si ce n'est pas payant, en tout cas, si c'est gratuit, c'est pour sauver quand même les Ivoiriens, mais pas de problème. Je suis peut-être prêt à me faire vacciner pour ça. Voilà. Oui, je suis prêt à me faire vacciner, étant donné même que je suis un personnel soignant, parce que nous sommes comme on appelle ça, les personnes qui sont en première ligne de la lutte contre le Covid-19. Donc nous, le personnel santé et les corps habillés. Voilà, donc je suis déjà prêt, je suis déjà disponible à faire ce vaccin. Je suis pour le vaccin. Je suis pour le vaccin parce qu'actuellement on voit qu'il y a une deuxième vague de Covid. Donc pour éradiquer ça, il faut utiliser le vaccin. Bon, sur le vaccin là, franchement dit, moi j'ai un peu peur parce que je ne sais pas ce que ça peut créer après. Voilà. Moi c'est mon avis personnel à moi. Oui, je suis prêt à me faire vacciner, puisqu'on n'a pas de moyens. Donc si aujourd'hui on nous trouve la prévention, il n'y a pas de problème. Je suis partant. Ils n'ont qu'à envoyer pour nous ça peut nous soulager un peu. Voilà, je suis pour le vaccin. Voilà, c'était donc l'avis des Ivoiriens sur la question de la vaccination. Ils sont quelques-uns à partager la même chose que l'INSEE, plutôt sceptiques, et d'autres qui sont plutôt optimistes et prêts donc à accueillir le vaccin. C'est un peu, on dira, la tendance Pierre. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. Professeur Andika Zakalepré, je rappelle que vous êtes le chargé d'études et du service surveillance et épidémiologique. On a réceptionné les vaccins. Certains Ivoiriens émettent encore des réserves. On a même entendu un responsable politique parler de son attachement à l'usage du aromagna et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous comprenez ce scepticisme ? Non, je ne comprends pas ce scepticisme. Je pense que les gens devraient plutôt chercher l'information que de se refermer. Hein. Vous cherchez l'information, on vous donne l'information, vous êtes rassuré. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas les faire... Bon, chacun dit ce qu'il veut. Hein. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce qui se passe sur Internet, mais il faut chercher les informations. Ben vous êtes là justement pour nous donner les informations. Oui. Que vous êtes sceptique. D'accord. L'INSEE, justement, avait une préoccupation par rapport au choix du vaccin. On peut aussi, par exemple, par rapport au choix du vaccin, il y a par exemple en Afrique du Sud où ils ont carrément stoppé la campagne de vaccination. Et c'était le vaccin AstraZeneca. Le même que le nôtre. On a reçu. Et c'était par rapport aux variants, donc ils ne répondaient pas aux variants. Est-ce que le variant est sur le sol ivoirien? Et est-ce qu'on va être confronté à la même situation qu'en Afrique du Sud? Bon. Premier élément, le vaccin a été développé et testé sur Covid originel, on va dire ça comme ça. D'accord. Et puis après, on a eu 3 variants, c'est ça? Oui. Sud-africain, brésilien et anglais, n'est-ce pas? Et alors, ils ont commencé à vacciner contre l'originel quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient un variant. Donc, il y a une mutation qui évolue pour son propre compte. Et on n'avait pas assez de données sur l'effet pour ce variant. Encore une fois, ici, c'est un vaccin, ce n'est pas un médicament. Pour un médicament, on est malade, et puis on prend et on guérit, ou pas. Pour un vaccin, on le prend, on voit venir la maladie et on compare le taux d'apparition de la maladie dans le groupe de ceux qui ont reçu le vaccin et dans le groupe de ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. On se comprend? Tout à fait. Donc, dès que vous avez un nouveau variant, vous n'avez pas assez de recul pour voir l'effet. C'est tout. Vous n'avez pas assez de recul pour voir l'effet. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que dans la question de l'INSEE, c'était alors, est-ce que le variant, il est présent sur le sol ivoirien? Pour le moment, non. D'accord. On l'a pas. S'il est présent, on espère que non, mais s'il apparaît sur le sol ivoirien, qu'est-ce qu'on va faire? On va cesser la campagne? Non, il y a plusieurs manières de voir la chose. Vous avez une guerre, et puis dans la guerre, vous avez plusieurs cousins, plusieurs personnes qui interviennent, d'accord? Vous avez 2 personnes qui interviennent, on parle le variant ivoirien et le variant sud-africain et le variant initial, d'accord? Si vous décidez d'arrêter, vous devenez susceptible, vous êtes exposé aux 2. D'accord? Puisqu'on a la preuve que pour le premier, le germe originel, ça marche bien, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, si vous arrêtez, vous allez avoir 2 personnes, vous êtes susceptible pour les 2. Si vous continuez, vous êtes sûr de vous protéger au moins contre 1. N'est-ce pas? Le temps qu'on voit et l'effet que ça va avoir sur le second. D'accord. Et donc pendant ce temps-là, après, on trouve un autre vaccin. C'est ça, la recherche se poursuit entre-temps. Voilà, c'est vraiment important. Quelle est la mission de... Non. Quel est le rôle de ce vaccin? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher de contracter la maladie? Ou est-ce qu'il va permettre de vite se rétablir quand on est malade? En gros, c'est quoi sa vocation? 2 choses.
il empêche de contracter, sinon il évite les formes graves de la maladie. C'est-à-dire que quand vous êtes vacciné, vous pouvez faire une petite infection, mais ça ne va pas aller loin. OK. Vous n'avez pas de formes graves, c'est ça qui est important. D'accord. Parce que ce qu'on craint, ce n'est pas tant avoir une fièvre un jour, c'est ne pas avoir de formes graves, ne pas avoir de décès. Quand on est vacciné, on peut transmettre la maladie? En principe, non. Quand on est vacciné, pour transmettre la maladie, il faut l'avoir. C'est ça. Mais vous l'avez dit qu'on peut l'avoir, mais on va faire juste une petite infection. On peut faire des signes, quelques signes frustres. OK. C'est pas comme ça qu'on comprend des signes frustres, mais on n'a pas de forme grave. Est-ce que concrètement... Et là, vous ne pouvez pas transmettre parce que dès que le germe rentre dans votre corps, les anticorps sont là pour lutter. C'est cela. Donc, dès que les anticorps luttent contre cette maladie, vous ne pouvez pas transmettre. C'est pas possible. D'accord. Est-ce que concrètement, on va perdre par exemple le goût, l'odorat, ou ça c'est vraiment des formes graves, ou même avec le vaccin on peut perdre aussi? Non, je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut, comme le professeur dit, en fait, il y a les bénéfices de la vaccination et il y a les effets secondaires, comme tout médicament. En fait, le vaccin, c'est comme tout médicament. Aujourd'hui, vous allez vous faire injecter d'un antibiotique. Il y a des effets secondaires sur les notices. C'est la même chose comme pour les vaccins. Vous pouvez avoir des fièvres, et ainsi de suite, mais c'est des choses qui passent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on te vaccine, ça permet à l'organisme de produire ce qu'on appelle des anticorps pour te défendre dès que l'organisme sera en face de cette maladie. C'est-à-dire, lorsqu'on vous vaccine, vous développez des anticorps. Si demain vous tombez dans un milieu qui est vraiment infesté, et que l'organisme est attaqué, ces anticorps-là vont combattre la maladie. En fait, c'est le fonctionnement du vaccin, de tous les vaccins. Et ce n'est pas le premier vaccin qui est utilisé en Côte d'Ivoire, c'est comme tous les vaccins traditionnels qui sont utilisés. Est-ce qu'il va falloir le renouveler comme la grippe tous les ans? Alors, il faut faire attention avec Covid. Oui, je pense qu'on fait suffisamment attention jusque-là. On a Covid depuis un an, depuis 13-14 mois, OK? Depuis décembre 2019. Donc, véritablement, c'est devenu une pandémie depuis mars. Mais ça nous protège pendant combien de temps, alors? Je viens vous donner la réponse. Quand on l'a eu, on a développé des vaccins. Il va être difficile de dire maintenant que ça va protéger contre tel nombre de jours, n'est-ce pas? Parce qu'on a développé le vaccin, on a commencé à l'utiliser au dernier trimestre de 2020, n'est-ce pas? Et donc, c'est avec le temps qu'on va tester. Les premiers vaccinés vont faire l'objet de prélèvements pour voir s'ils ont encore des anticorps. Et on va voir au fur et à mesure. Donc, c'est avec le temps qu'on saura la durée de protection. Ça veut dire du coup que le scepticisme de l'INSEE, il est toujours valable quand elle parle de manque de recul par rapport à cette trouvaille. C'est ce que Pierre disait en termes de campagne. J'ai l'impression qu'on se retrouve dans une espèce de situation où on est tous confrontés à la même chose en même temps et qu'il y a certaines maladies qui sont arrivées bien avant notre naissance où les gens se sont retrouvés dans une phase où ils ne les connaissaient pas et qui devaient tester aussi ces vaccins. Et que c'est juste une translation dans le temps en fait de ce... Voilà, par rapport à ça, moi je pense qu'en fait c'est une prouesse scientifique qu'on devait vraiment saluer. Vous voyez... Pour la Côte d'Ivoire, le premier cas a été en mars 2019. En mars 2020, plutôt en mars 2021, on commence la vaccination. C'est cela, 12 mois après. 12 mois après. C'est-à-dire que les scientifiques ont pu développer vraiment des vaccins pour pouvoir vraiment combattre cette maladie. Je pense que ça, c'est une prouesse qu'on devait vraiment saluer. Et maintenant, comme il le dit, lorsqu'on prend la grippe à tuer des millions de personnes, il faut un départ pour vraiment stopper en fait, cette pandémie. Et il y a des exemples aujourd'hui qui le montrent. L'Angleterre a utilisé ce vaccin, la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, ils ont vacciné plus de 15 millions de personnes. On a parlé d'effets secondaires. Voilà. C'est les effets secondaires, comme on le dit, c'est comme pour tous les médicaments. Justement, quels sont les effets secondaires? C'est des petites fièvres. Connues à ce jour. Mais il y a quand même maux de tête. Mais il y a quand même dans un hôpital, c'était où? Il y a un hôpital de Saint-Lô en Normandie où ils ont carrément suspendu la vaccination à cause des effets secondaires parce que toutes les personnes qui ont été vaccinées ont eu des effets. Voilà, tout le personnel médical. On peut corriger. Mais toutes, oui. Normandie, ils sont allés tous se faire vacciner. D'accord? Le personnel de service, tout le monde va se faire vacciner. Et bien sûr, il y a des effets secondaires comme une fièvre, comme un syndrome pseudo-grippal. Et normalement, avec Covid, il ne faut pas vider. Tous les services ne doivent pas aller se faire vacciner. On devrait vacciner un tiers, attendre 2-3 jours pour vacciner un autre tiers, on se comprend, pour qu'il y ait une continuité dans le service.
Ils ont été Eux, ils sont partis tous en même temps. Oui. Et donc, tous ont fait un peu de fièvre, quelques effets secondaires. Donc, ça a fait qu'il y avait un risque de résilience. Donc, les gens devaient fermer le service. Pourquoi ils ont fait la fièvre? Parce que quand on fait un vaccin, c'est normal, on fait la fièvre. D'accord. Moi, j'ai fait ce vaccin-là lundi passé. Je l'ai fait sans problème. J'étais un peu bizarre, et puis après, c'est passé. Comme d'habitude, quand je d'accord, comme d'autres vaccins qu'on connaît d'ailleurs. On fait de fièvre. Qui sont lourds et tout. Voilà, un peu de lourdeur, 40-30 minutes, et puis après, hop. Et là, j'ai ma carte de vaccination pour te prouver que je l'ai fait, mais je n'ai pas de fièvre. En fait, et là, je t'encourage. Voilà. D'accord. Ce qu'il faudrait peut-être expliquer, c'est que dans le dispositif, pourquoi le AstraZeneca choisi pour les pays africains, et pas que d'ailleurs, alors qu'il y a aussi les autres, Pfizer et BioNTech, qui sont aussi dans le processus COVAX. Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Ici, on a 3 vaccins qui sont autorisés. Donc, le Moderna, n'est-ce pas? Le Pfizer et l'AstraZeneca. D'accord? Le Moderna... Autorisé par l'OMS. Autorisé par l'OMS et autorisé pour l'utilisation en Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord? Okay. Donc, ça peut rentrer à tout moment. Les diffusions sont à 2 niveaux. Un, les autres vaccins ont besoin d'une chaîne de froid. Vous voyez, les vaccins doivent être au froid, jusqu'à moins 70 degrés. Ce n'est pas des installations qu'on a. Donc, c'est plus lourd de les avoir. Premier élément. En termes d'infrastructure? Voilà. Deuxième élément, le Moderna, les autres sont à 15 € en Europe, la dose. Donc les 2 doses font 30 €. Il y a un qui est à 31, l'autre est à 30 €. AstraZeneca à 2 €. C'est des problèmes... Enfin, c'est des... Et à 2 €. Donc c'est facilement accessible. Et surtout la conservation. Et puis, donc, AstraZeneca n'a pas de problème de conservation. Ça se conserve comme les autres vaccins. Comme les vaccins traditionnels, il n'y a pas besoin de déployer des trucs complémentaires, donc on l'a facilement, on le manipule facilement. Ok, ce qui amène à s'interroger, c'est plutôt sur l'efficacité, à la vérité. On a entendu parler de 65% d'efficacité, alors que d'autres vaccins que vous présentez comme difficiles à conserver enregistrent des taux de réussite de l'ordre de 95%. Avec moins d'effets secondaires aussi. Avec moins d'effets secondaires. Bon. Par exemple, en Israël... Donc pourquoi on opte, par exemple, pour ce vaccin-là avec 65% de réussite, à minima, et alors qu'il y en a d'autres options qui sont à 95% de réussite? Oui. L'UNICEF? Oui. Non, je pense qu'en fait, ça ne voyait pas en termes d'efficacité du vaccin. Mais on devrait, non? C'est légitime, non, de penser cela? Oui, non, c'est légitime de penser. Ouais. Mais lorsque vous mettez dans cette situation que le monde connaît, de pandémie, et de développement de vaccins qui protègent 65%, comme vous le dites, 65% d'efficacité. C'est-à-dire que si vous vaccinez aujourd'hui 100 personnes, vous êtes sûr que vous avez 65 qui sont protégés. Non, pas cela, non. Quand on vaccine une personne, il y a 65% de chances que ce vaccin soit efficace. Oui, en fait c'est la même chose. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Oui. Non. Ça ne dit pas que... Non, je vais aider. Voilà, parce que ça ne dit pas que sur 100 personnes, il y a 65 qui seront... Non, je vais aider. Aidez, professeur. C'est plus ce que vous avez dit. Voilà. Vous vaccinez 100 personnes, 65 sont immunisées. Voilà. Parce qu'on peut être vacciné sans être immunisé. Et 35 ne sont pas immunisés, donc reste susceptible. Mais il y a un autre phénomène. Dès qu'on a une bonne unité de masse, 70%, automatiquement, ça coupe la circulation du virus. Je répète, si vous avez plusieurs personnes immunisées, jusqu'à 60-70%, le virus ne pourra plus prospérer dans leur corps. Donc, ces personnes ne pourront pas le transmettre. Donc, ça va stopper la diffusion du virus. On l'a compris. C'est ce qu'on appelle l'immunité de masse. Très bien. Alors, cette immunité de masse de 65 ou 70%, c'est bien, c'est une bonne chose. On va laisser les chiffres, Quand on a 95%, c'est encore mieux. Oui, 95% c'est mieux, j'en conviens. Mais moi, je veux savoir pourquoi on choisit celui qui fait 65, vous ne savez pas 95%. Je vous explique. Quand on part pour payer une voiture, on tient compte de sa poche. D'accord, donc c'est une question de budget. On tient compte, non, des réalités. Économiques. Aujourd'hui, si je peux avoir pour 2 €, pour 4 € et être sûr qu'à partir de 70% des personnes, je vais avoir une unité de masse, j'y vais rapidement. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, sur le marché, les vaccins, ça ne court pas la rue. Il y a beaucoup de commandes qui sont passées. Il n'y a pas de vaccin qui circule où on peut aller payer. Maintenant, même si on veut payer, ce n'est pas évident. On se comprend. Et heureusement qu'on a l'initiative COVAX. Cette initiative-là a facilité l'acquisition du vaccin pour les pays les moins nantis, on va dire ça comme ça. De façon égalitaire. Un accès égalitaire. Ça, c'est déjà bon. C'est cela. Ça, c'est déjà bon. Donc, c'est essentiellement pour des raisons économiques. Non, pas on peut le dire. Mais il y a des raisons pratiques. Comme il a dit, le vaccin, le premier vaccin que vous avez dit, en termes de conservation, à moins 70 degrés,
C'est-à-dire le pays n'a pas les infrastructures nécessaires et n'a pas la technicité dans la gestion de ce type de vaccin. Or, depuis plus de 40 ans, le pays gère des vaccins en 2 et 8 degrés. Donc, pour vous, dans cette urgence, quel est le vaccin qui est le plus pratique pour pouvoir vraiment être utilisé en temps réel ou attendre, mettre au moins des mois, avoir des équipements, former des gens, peut-être qu'il va prendre peut-être un an avant de lancer vraiment la donc raison économique, raison logistique, raison infrastructurelle. Et raison épidémiologique. On est dans une épidémie. Ce n'est pas un endroit où on ne se maquille pas quand on... Oui, mais dans cette épidémie, on a le choix entre 3 vaccins. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple de la France de l'Europe. Oui. Aujourd'hui, ils utilisent tous les 3 vaccins. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le choix d'un vaccin type... En termes de disponibilité, c'est vraiment très, très difficile. Même aujourd'hui, c'est le vaccin AstraZeneca... C'est celui qui est le plus disponible. C'est celui qui est le plus disponible actuellement en Europe. Il y a plus des techniques de fabrication aussi. Oui, des techniques. Donc, lorsque vous prenez... et ça montrait ses preuves en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est en train d'alléger son processus de confinement et autres, parce qu'après la vaccination de plus de 15 millions de personnes, le vaccin commence à montrer ses effets. Le nombre de cas diminue, ainsi de suite. La charge de la maladie diminue. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le pays n'est pas limité seulement au vaccin AstraZeneca. Ça, il faudrait qu'on le dise. C'est-à-dire que le pays peut avoir des vaccins Pfizer, Moderna et autres, mais tout est une question de disponibilité de ces vaccins sur le marché et aussi, comme on a dit, de tout ce qui est, tout ce qui est aspect logistique pour pouvoir vraiment recevoir les vaccins. D'accord, on a entendu vos arguments. En tout cas, vous restez avec nous, encore une fois, messieurs, jusqu'à la fin de cette émission. On va aller à la pub et on se retrouve dans quelques petites minutes seulement. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour comprendre des choses qui vous intéressent tous les soirs dès 18h40 et cela du lundi au vendredi sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On parle ce soir de la campagne de vaccination contre la Covid-19 initiée donc le 1er mars dernier et qui va donc courir jusqu'au 10 mars prochain. Pour en parler, on est très heureux d'avoir en notre compagnie professeur Nikes Akalepri, chargé d'études du service surveillance et épidémiologique et docteur Epa Kwaku, administrateur PEV à l'UNICEF. On va marquer une pause pour parler un peu de campagne électorale. Faut en parler, c'est l'actualité, c'est la loupe de Pierre. Jingle. Alors, vous nous en dites un peu plus, Pierre ? Ouais. La campagne des législatives 2021, c'est une campagne avec parfois des candidats absents ou sinon en prison, par exemple. C'est assez original, mais c'est aussi un moment privilégié de créativité, d'imagination. On va commencer par cette affiche de Touré Alpha Yaya qui a opté pour la touche Jones. Si je choisis Touré Alpha Yaya, je ne vote pas, je vote. Donc c'est plutôt, on cherche à toucher un peu la jeunesse, voilà. On passe à présent aux infographistes qui ont vu tellement d'affiches défiler que le travail de relecture est devenu impossible. Ici, ce sont les élections législatives. On dirait le nom d'une maladie, péritonite, otite, législative. Comme si ça ne suffisait pas, il fallait aussi qu'on foire bien rassemblement en mettant un N dans ensemble. Et tout ça, ça se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Bref, il y a aussi les concepteurs de l'affiche, les imprimeurs. Vous avez manqué de souligner d'ailleurs le Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire, ça se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a aussi donc, les concepteurs de l'affiche, les imprimeurs, tout un circuit avant que cette affiche ne trône fièrement à prix Cros. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? On ne sait pas. Zorobi Epiphane, quant à lui, a appris à coudre pendant la campagne des législatives. Autant vous dire que ses frais de conception de t-shirts de campagne ont baissé dans la minute qui a suivi. Voilà. Et toujours du côté des immersions, Jean-Louis Billon, cette fois.
sur le terrain qui met la main à la pâte. Bon, normalement, ce genre d'interventions sont minutieusement préparées, communication bien soignée, sauf que là, on le retrouve, Jean-Louis Billon, totalement en décalage avec l'activité qu'il est en train de faire et surtout avec cet enfant en plein milieu du plan qui a l'air de participer à une tâche pénible, façon de travail des enfants. Very bad com. Bon, on vous parlait aussi des députés en prison et des candidats à leur succession. Eh bien, comment battre campagne? C'est l'image du jour. C'est Amira Logbognon qui bat campagne pour son mari qui se trouve toujours en prison. Voilà, c'est l'image marquante de cette campagne. Et quand on part du côté Twitter, il y a aussi ceux qui sont tellement confiants qu'ils disent des énormités. Par exemple, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une voix qui compte, c'est le RHDP. Non, c'est une voix qui compte beaucoup, mais ce n'est pas la seule. Il faut laisser la place à la démocratie dans ses propos. Et puis ensuite, en 7e position, il y a ceux qui mettent vraiment les moyens. C'est la limousine de campagne. Franchement, c'est la classe. À jamais, hein. Et il y a quelqu'un qui a même commenté qu'il n'y aurait pas de place pour tourner dans les rues d'Adjamé avec une limousine. Ça, c'est clair. Monsieur Nangui Ablogois, je ne suis pas certain. Donc voilà, je pense qu'on va encore voir quelques éléments jusqu'à ce que cette campagne se termine. Et puis voilà, on les retrouvera et puis on vous fera déguster. Voilà. Bien vu, Pierre. Merci pour cette loupe. À retrouver tous les jours dans la télé d'ici. Et pour un peu résumer vos propos, Pierre, comment dire, quelqu'un a écrit « Ils sont encore de retour ». En gros, on en est servi chaque fois qu'il y a une campagne électorale. Merci Pierre pour cette loupe. Alors, on a réceptionné 504 000 doses du vaccin. La prochaine vague, c'est 1 500 000, c'est ça? Ou c'est l'objectif pour bien comprendre? Alors, donc, il y a 3 phases pour la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'initiative, 20% de la population doit être vaccinés. Et donc, la première phase, c'est les professionnels de la santé. Donc là, on a 500 000 doses pour ces professionnels de la santé, pour les militaires et pour les enseignants. La prochaine phase, c'est toutes les personnes de 50 ans et plus, les personnes qui sont porteuses de maladies, on va dire ça comme ça, pour ne pas donner de gros mots, d'accord, de comorbidité, comme on dit. Donc, ça va aller autour d'un peu moins de 6 millions de doses. D'accord. Un peu moins de 6 millions de doses pour ces personnes-là. Et puis après, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à payer les vaccins pour les personnes de 16 ans à 49. Parce que si on prend dans la seconde phase les 50 ans et plus, il restera les personnes qui ont moins de 50 ans. C'est ça. Donc on prendra ceux de 16 ans à 49. Voilà. C'est aussi un peu comment il y a 5 600 000 personnes au total qui... Donc ça va nous faire pour... 19 millions. 19 millions environ. 19 millions. Pour les 2 phases. Et pour les 3 phases, par exemple, ça nous fait 19 millions. Voilà. Et c'est gratuit? Et comment ça se passe? Gratuit, entièrement gratuit pour le public. Je veux dire, c'est payant, l'État paye. Oui. La personne qui se fait vacciner ne paye pas. C'est ça, c'est couvert par... Mais du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire que moi, par exemple, demain, je me lève. Enfin, là, je ne pense pas que je suis dans les personnes qui sont concernées. Mais quand ce sera mon tour, donc quand je ferai partie donc, des 16-49 ans, je me lève et je vais... Au poste de vaccination, il va y avoir des postes de vaccination dans le pays. Vous allez aller vous faire vacciner. Bien sûr, vous devez laisser votre nom, un certain nombre d'éléments, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse suivre, nous assurer qu'il n'y a pas de petits bobos. D'accord. Ah, ça va se faire aussi. Pardon? En gros, on ne va pas juste vacciner, il y aura un suivi pour... Il y a un suivi sur place. Déjà sur place, les équipes de vaccination ont des médicaments pour parer au plus urgent. Maintenant, il y a les SAMU aussi, qui assurent les aspects de prise en charge d'urgence. Et tout ce qui va arriver comme événement, normalement, après la vaccination, va être checké et va être pris en charge dans un dispositif bien précis. On a l'habitude de cela. D'accord. C'est le district d'Abidjan, normal, qui est concerné par cette première phase. C'est bien cela? En principe, on devrait aller plus loin, mais on a décidé de commencer par Abidjan, de maîtriser les choses. Et Abidjan, c'est l'épicentre. Si on pense, on maîtrise déjà bien, c'est bon pour nous. Et puis après, on pourra sereinement déployer à l'intérieur du pays. Pierre? Lindsay, allez-y. Si tu veux y aller. Oui, donc il y a de nombreux appels à la prudence donc, à des scientifiques. Comment encourager les populations et la population à se faire vacciner Alors, il faut qu'on sente. Le discours que moi je tiens est simple. On est dans une guerre. C'est la guerre contre la maladie. Tant que vous ne l'avez pas, vous croyez que c'est facile. Donc, on est dans une guerre. Au début, Corona, on ne l'a jamais vu comme ça. On ne l'a jamais vu de nos propres yeux. On l'a vu en microscope électronique, n'est-ce pas? Donc, voici un germe qui fatigue tout le monde, qui fait qu'on oublie de rester chez nous à la maison et un certain nombre de choses. Alors, c'est une guerre de l'homme face pour sa survie.
Donc, du coup, mieux vaut ne pas être compté parmi les susceptibles, les personnes qui vont être à même de faire la maladie. C'est vraiment important, cela. Ça va être dommageable si il y a un vaccin, si des gens ne se font pas vacciner et qu'après ils doivent en mourir. On ne pourra pas se l'expliquer. Le même système de santé qui souffre parce que plus il y a des morts, plus ça fait une pression sur le système de santé, n'est-ce pas? En termes de prise en charge et tout. Alors, on se démène pour trouver des mesures de prévention, telles que les mesures barrières et la vaccination. Vous voyez quelqu'un qui ne l'applique pas et puis qui doit en mourir. Et quand il tombe malade, il faut qu'il revienne encore dans le système de santé. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça un peu la difficulté. Il faut que les gens acceptent de jouer prévention. Le problème, est-ce que les gens se sont rendus compte qu'on était dans une épidémie? Parce que très longtemps, ça a été difficile d'avoir des accords d'équipe de caméras dans des centres Covid, de voir des patients qui souffraient réellement. Et pour beaucoup de personnes, ne pas voir la maladie, c'est ne pas y croire. Est-ce qu'il y a eu un problème dans cette communication aussi? Non, ça a toujours paru très lointain, comme vous dites. Oui, mais on ne voit pas la maladie, on voit le malade. Oui. On se comprend. Je peux vous envoyer dans un centre et puis vous dire, voilà, ça c'est Covid, mais c'est avec ma bouche. Je dis, en le regardant, vous ne pouvez pas dire c'est Covid. Donc il y a des malades, il y a ça, mais il faut aussi préserver l'intimité, le secret médical. On ne va pas coller... déjà la personne souffre, il ne faut pas encore aller chercher beaucoup de problèmes. C'est à utilité, on l'a vu ailleurs, c'est pas plus... Ailleurs, vous voyez des malades, vous ne voyez pas la maladie. Oui, c'est ce que je dis, on aurait pu voir des malades, pas que je sois... Oui, mais en plus de cela, je pense qu'il y a des familles en Côte d'Ivoire qui ont perdu des parents pour lesquels vous pouvez les interroger, qui peuvent donner en fait leur impression, leur sensation. Et je pense que... Des personnes qui n'ont pas été autorisées à assister à l'ensevelissement des corps. L'ensevelissement. Donc vous voyez en fait ces personnes aujourd'hui dire qu'il y a un vaccin, mais c'est un grand ouf de soulagement pour eux. Vous pouvez pas comprendre. Et en plus de dire, je pense qu'aujourd'hui, les vaccins sont des vaccins sûrs. Parce que c'est des vaccins qui sont déjà préqualifiés par l'OMS. Les structures nationales ont autorisé son importation en Côte d'Ivoire. En termes de conservation, le gouvernement de Côte d'Ivoire a les structures adéquates pour conserver ces vaccins dans de bonnes conditions. Donc tout ce qui reste, c'est que cette population vienne pour bénéficier vraiment de sa dose. Et moi, je suis vraiment très, très heureux au cours de cette émission parce qu'on a des élèves qui sont ici avec des professeurs. Par rapport à la première phase, la plus grosse population à vacciner, c'est les enseignants. Et pourquoi vacciner les enseignants? Parce que l'enseignant, il est dans une classe où il y a beaucoup d'élèves. Les élèves peuvent le contaminer, comme lui peut contaminer ses élèves. Mais imagine les enseignants qui sont malades parce qu'ils sont atteints de Covid, qui ne peuvent pas enseigner nos enfants, qui ne peuvent pas enseigner les élèves. Mais vous voyez, en fait, comment est-ce que le pays va pouvoir vraiment fonctionner? Donc, c'est pourquoi ces enseignants sont dans la première phase. Et je pense que c'est une occasion pour nous de lancer un appel aux élèves, de sensibiliser leurs enseignants à se faire vacciner, à les prendre. Les vaccins sont là pour eux. Il faudrait qu'ils viennent prendre leur dose, non seulement pour se protéger, mais pour les protéger. Parce que les enfants sont en contact avec les enseignants. Si les enseignants sont malades, les enfants contractent peut-être pas la maladie, mais en tout cas apportent le virus. Et les enfants ont tendance à faire des accolades à leurs parents ou à leurs grands-parents. Donc, donc, vous voyez tout ce schéma. Donc, c'est vraiment très intéressant que les enseignants adhèrent vraiment au processus, aillent se faire vraiment vacciner, comme on l'a fait, pour non seulement se protéger et protéger tout ce monde. C'est la même chose pour le corps médical. Est-ce que c'est un vaccin qu'il va falloir renouveler à l'avenir, comme c'est le cas pour bien de vaccins? La fièvre jaune, c'est tous les 10 ans, par exemple. Est-ce que dans le cas de ce vaccin, ce sera pareil? Alors, les choses sont en train d'évoluer. Initialement, c'était deuxième dose 4 semaines après. Oui. Il y a 2 ou 3 jours en France, on a dit c'est entre 4 semaines et 12 semaines pour la seconde dose. Et encore une fois, comme on vient de commencer, il va falloir faire des prélèvements régulièrement, chaque 3 mois par exemple. D'accord. Si on se rend compte que dans 12 mois, une personne qui a été vaccinée continue d'avoir des anticorps à un certain niveau, on se dit donc c'est bon. Ouais, je pense qu'on se comprend. Donc, c'est avec l'utilisation qu'on va voir la durée. La fièvre jaune, ça a changé. Maintenant, on estime que la dose peut protéger à vie. Mais ça aussi, au début, on était tous en train de répéter. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'un matin, on puisse tester dans le sang et qu'on se rende compte que c'est pas dans du marbre, c'est amené à évoluer. Voilà. Mais par rapport à cette campagne, ce qui est sûr, c'est qu'on reçoit la première dose, il y a une deuxième dose qui est prévue, au moins 1 mois après. Voilà, donc c'est en 2 doses, en fait. Donc, les enseignants, les forces de l'ordre, lorsqu'ils vont recevoir leur première dose, c'est pourquoi on prend leur contact, parce qu'ils seront vraiment contactés pour la deuxième dose. Alors là, on est dans une première phase qui est donc très ciblée, enseignants, corps médical, forces de défense et de sécurité.
comment se comportent les centres en ce moment, depuis l'ouverture de la campagne? Et puis, deuxième question, est-ce qu'il y a pu y avoir des sondages, des intentions de vaccination sur ces campagnes? Je n'ai pas encore un retour de sondage. Je sais que depuis les débuts, le premier jour, on avait autour de 200 personnes vaccinées, le second jour un peu plus. Sur le site, le dispositif est en train de se mettre en place. Le déploiement est en train de se mettre en place. Il est clair que là, on n'a que 13 villes. Et on ne peut pas demander à tout Abidjan, à toute la cible de venir à 13 villes. Ça va être compliqué. Hein? Donc, il va falloir déployer, faire en sorte que dans les quartiers, différents quartiers, on trouve des endroits sécurisés où on peut faire le vaccin. Parce que là encore, quand les gens ne sont pas d'accord, ils pensent qu'il faut forcément on a vu au monter début la population, avec les premiers centres Covid voilà. notamment Donc on a obligé de regarder de près les choses avant de déployer. Très bien. Marquons une pause. C'est une autre pause de cette entrevue. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos échanges sur NCI. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI. On parle ce soir de vaccination contre la Covid. La campagne, vous le savez, a été lancée le 1er mars dernier et court jusqu'au 10 mars. Qu'est-ce qui va se passer si vous constatez qu'il n'y a pas d'engouement? Est-ce que cette période est extensible? Oui, on va être obligé de l'étendre. S'il n'y a pas d'engouement, il va falloir revoir la communication, faire du corps à corps pour que les gens comprennent le bien fondé. On ne peut pas leur mettre des menottes pour les vacciner. Et puis, si malgré tout ça, on n'a pas la cible primaire initiale, on va être obligé d'étendre. Je connais des gens dans Abidjan qui cherchent à avoir ce vaccin, qui ne l'ont pas. Alors, si on estime qu'on veut privilégier certaines corporations et que les personnes, les membres de cette corporation ne viennent pas, on va l'étendre à d'autres personnes pour ne pas gaspiller le vaccin. On ne peut pas brutaliser les gens pour entrer au paradis. Non, voilà. D'accord. Et je pense qu'on compte aussi sur vous, surtout les chaînes de télévision, pour vraiment faire passer les messages de sensibilisation à l'endroit de ces cibles pour qu'ils adhèrent parce qu'ils sont très importants dans le processus. On l'imagine. Voilà, ils sont vraiment très importants parce qu'après, s'ils ne sont pas vaccinés, pour vacciner la deuxième phase, si vous vous rappelez, au départ de la crise, lorsque les malades arrivaient dans les centres de santé, le corps médical fuyait parce qu'ils se disaient qu'ils avaient peur, ils n'ont pas. Donc, il faut pouvoir les protéger pour qu'eux, ils aient le courage d'aller vraiment soigner les personnes les plus âgées et autres. Est-ce qu'il ne faut pas les contraindre? Non. Faites pas attention à la question. Imaginons que tout se passe bien et qu'au 10 mars, c'est bon, vous avez pu vacciner tout le monde. Quand est-ce qu'est prévue la deuxième vague, enfin la deuxième campagne de vaccination? L'élément primordial, c'est la disponibilité du vaccin. Si on a le vaccin, on programme automatiquement. OK, c'est comme ça que ça marche. Dès qu'on nous dit que le vaccin est disponible, allez hop, on y va. Okay. Je ne sais pas si vous allez avoir la réponse. On parlait tout à l'heure du vaccin contre la fièvre jaune. Est-ce que ce vaccin-là sera aussi obligatoire pour voyager, par exemple? Vous avez déjà entendu, en Europe, les gens parlent du passeport vaccinal. Du passeport vaccinal. Tout à fait. Il n'y a rien à faire, ça va finir par arriver. Moi, je n'ai aucun doute à ce propos. C'est pas nous qui allons rentrer sur le territoire sans ça, c'est clair. Je pense que d'ailleurs, un responsable avait dit une fois, on compte beaucoup sur les compagnies aériennes déjà. Bon. Pour vérifier que les tests Covid sont effectivement authentiques. Ça, c'était le premier communiqué, mais je n'ai aucun doute qu'on va y arriver. Ça, c'est clair. Et je pense que cela prouve une fois encore de l'efficacité du vaccin. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez Israël qui a vacciné vraiment pratiquement exactement, tout le monde en masse. Tout le monde. Donc avec la Grèce et autres, ils ont mis déjà en place ce passeport pour que tous ceux qui sont vaccinés puissent vraiment voyager, aller en Grèce, aller en toute liberté. Voilà. Alors, en fait, les vaccins sont efficaces et vraiment il faudrait que les gens réclament leur dose. D'accord. J'ai lu dans un article qu'avec le dispositif, enfin pas Covax, mais avec l'un des vaccins, pour la première fois dans l'histoire, si on constate qu'il y a des anomalies ou des choses qui ne vont pas, le patient est tout de suite pris en charge, sans même qu'il y ait besoin d'un recours devant la justice. Oui, ça. Est-ce que vous avez cette information? Ça s'appelle, c'est un dispositif de compensation. Hein. Chaque fois qu'on va être devant une situation difficile, par exemple de décès, qui coïncide bien sûr après la vaccination, pas immédiat, ou de séquelles irréversibles,
il y a un dispositif qui existe au niveau global pour prendre en charge et donner une compensation forfaitaire. C'est prévu. D'accord. Maintenant, après une vaccination, plusieurs événements peuvent survenir. Ça n'est pas forcément en rapport avec la vaccination, n'est-ce pas? Donc, il faut aller plus loin pour démontrer l'imputabilité. Dire que c'est imputable au vaccin avant qu'il soit pris en compte. On se comprend? Oui. Voilà, c'est ça qu'il faut faire d'abord. Parce qu'à part la vaccination, on a du palu, on a d'autres maladies qui circulent. Voilà. Vous parliez de l'enjeu de la disponibilité des vaccins. Le responsable de l'OMS avait tiré la sonnette d'alarme en disant que les pays riches continuaient de faire du pied au laboratoire pour acquérir des doses. Est-ce qu'on est vraiment sûr de les avoir, ces vaccins-là, à temps et de ne pas expirer la période de 1 mois ou je ne sais pas combien de temps avant la deuxième dose? Non. Voilà ce que nous, on a pris comme disposition. On a reçu 504 000 doses. D'accord? Donc, on vaccine 252 000 personnes. Donc, toutes les personnes qui vont prendre une dose vont prendre leur seconde dose. OK. De cette façon, on va pas être coincé. D'accord? Maintenant, vous avez vu que même pendant les essais vaccinaux, les gens avaient déjà passé des commandes. Nous, on cherche les gens pour manger déjà. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, ils ont fait le pied de grue, ils ont déposé de l'argent, ils ont aidé. Et donc, actuellement, ils sont prioritaires. C'est d'ailleurs pour ça que c'est bon pour nous d'être dans l'initiative COVAX. Parce qu'avec ça, tous les pays, les bailleurs de fonds nous aident à pouvoir avoir ces vaccins-là. Elle est inédite, cette initiative COVAX? C'est la première fois. C'est la première fois qu'on se met ensemble pour aider les pays les plus défavorisés à avoir accès à la vaccination. Voilà. Est-ce qu'on explique à chaque patient au moment de le vacciner, qu'il va ressentir quelques petits effets les heures qui suivent ou les jours qui suivent et après ça passera? Ça fait partie des éléments. Quand ils arrivent, on vous dit, vous allez peut-être avoir tel élément, mais ne vous inquiétez pas. Et justement, dès qu'on finit de vous vacciner, à Treichville par exemple, vous restez sur place 15 minutes. C'est après 15 minutes qu'on vous autorise à partir. D'accord. S'il y a un souci, qu'on puisse déjà gérer. Alors, derrière ces éléments-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons mis en place un dispositif pour justement prendre en charge les cas imprévisibles. On va dire ça comme ça. On tente de prévoir l'imprévisible. Il y en a déjà eu? Non. On a eu 2 cas mineurs. Mais on n'a pas eu besoin de les prendre en charge. Ils sont restés assis et puis après c'est passé. D'accord. Voilà. Donc vous disiez, vous avez prévu l'imprévisible. Il y a un dispositif pour prendre en charge les personnes. Donc, en première ligne, vous avez l'équipe de vaccination qui a des médicaments pour les premières choses. En deuxième ligne, vous avez les SAMU pour les aspects de prise en charge en urgence et évacuation en urgence. En troisième ligne, il y a des structures, il y a un arrêté ministériel qui dit qu'il faut prendre en charge gratuitement ce type de malades-là. On a même prévu de passer des contrats avec les pharmacies privées pour que même les médicaments qu'on n'a pas au public, on puisse les prendre là-bas pour soigner. Ouais, et puis maintenant, si le drame devait arriver, il y a ce dont on a parlé tout à l'heure, le dispositif de compensation. C'est cela. Voilà. D'accord, très bien. On va parler d'autre chose, on va parler de cinéma. Ce n'est pas du cinéma, la Covid, vous l'avez dit, c'est une réalité. Et les familles qui ont été touchées en ont la pleine connaissance. On va parler de cinéma avec l'INSEE, c'est mercredi. Donc l'INSEE fait son cinéma tous les mercredis, au sens propre. Propre. Comme propre. Jingle. Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle production Nollywood-Bollywood. C'est inédit. 2 des plus grandes industries du cinéma se réunissent pour la première fois. Le temps d'un film d'1h47. Ça s'appelle Namasté Walala. Je vous raconte l'histoire. C'est une histoire d'amour. Une jeune avocate nigériane travaille dans une ONG. Elle tombe éperdument amoureuse d'un jeune Indien. Mais à cause de leurs différences de culture, forcément, la famille ne voit pas cette idylle d'un bon œil. On regarde la bande-annonce. Donc voilà, Namasté Walala, donc la BA est en anglais. Comme dans les films Bollywood, forcément, il y a de la danse. Voilà, ça danse beaucoup. Et donc, l'histoire tourne autour des 2 amoureux. Namasté veut dire bonjour en indien et Walala veut dire trouble, problème en Igbo, qui est une ethnie au Nigeria. Alors, c'est un film plein de chaleur humaine, de joie, d'amour. C'est aussi un film avec un jeu d'acteurs un petit peu limité. Ça s'appelle Namasté Walala et c'est à voir forcément en ce moment. Merci l'INSEE pour cet update cinématographique. Bon, j'ai reconnu l'actrice principale et par ailleurs la fille de l'acteur principal de Battleground qui est diffusée sur NCI tous les mercredis.
Ah d'accord. Voilà, je l'avais reconnu, mais dans un autre... Dans une autre production. Voilà, exactement. Parfait. Merci, Lindsay. J'essaie de comprendre un peu quelle est la contribution de l'UNICEF dans cette affaire. Docteur Epa. L'UNICEF intervient dans plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est vraiment l'acheminement des vaccins. Donc, comme vous l'avez vu à l'aéroport, c'est l'UNICEF qui a fourni vraiment tous les vaccins, depuis l'usine jusqu'à l'aéroport d'Abidjan et ensuite à la chambre froide du PEV. Donc, c'est cet appui. Il faut noter que l'UNICEF achète les vaccins pour plus de 190 pays dans le monde. Donc, l'UNICEF a une longue expérience d'achat des vaccins. C'est en ce sens-là qu'on dit que l'UNICEF achète des vaccins qui sont vraiment des vaccins préqualifiés par l'OMS, c'est-à-dire des vaccins sûrs, efficaces. Et c'est sur cette base que l'UNICEF achète ces vaccins. En dehors de l'achat des vaccins et autres, l'UNICEF appuie le gouvernement dans tout ce qui est chaîne de froid, c'est-à-dire les vaccins doivent être conservés entre 2 et 8 degrés. Mais il faut des chambres froides au niveau national, au niveau de tous les différents niveaux de vaccination. Et l'UNICEF appuie vraiment le gouvernement dans ce sens. Et l'autre volet aussi très important, c'est la communication. L'UNICEF appuie le gouvernement dans la communication parce que l'UNICEF a une expérience vraiment très, très large dans le domaine de la communication. Et pour cette activité, on a ce qu'on appelle U-Reporter. En fait, c'est des volontaires qui sont dans presque tout l'ensemble du pays, qui, en temps réel, donnent leur point de vue. Et ça a permis de faire des sondages sur l'acceptabilité de la vaccination et de corriger le plan de communication, l'adapter vraiment à la réalité. Donc voilà un certain nombre d'actions que l'UNICEF mène aux côtés du gouvernement dans le cadre de cette activité de vaccination. D'accord. Professeur Lesprit, rassurez-moi, en dehors de l'UNICEF, donc de l'appui de l'UNICEF, on a des chambres froides. Oui, on a des chambres froides au niveau national, donc, au niveau des régions. Il n'y a pas de problème. Dans les districts, il y a le dispositif. Et les chambres froides du niveau national, du niveau région, ont été certifiés. Le processus d'approvisionnement et de gestion des vaccins a été certifié ISO cette année. Donc, je vous rassure. C'est rassurant. Voilà. Vous pensez qu'on a tout dit ce soir? Je vais poser la question à l'INSEE. Quand je rentrais, il était sceptique. Oui, on va voir oui, c'est vrai. Si ça bougeait un peu les lignes. En toute franchise, je suis rassurée. Je suis beaucoup plus rassurée. Maintenant, à réfléchir, mais c'est vrai que ça m'a quand même... oui, je suis moins sceptique, on va dire ça comme ça. Je suis moins sceptique, mais je vais quand même attendre que Pierre y aille. Une fois que Pierre sera parti se faire vacciner, je regarderai... Non, Pierre a dit qu'il va le faire. Oui, donc une fois qu'il sera parti... Sauf qu'il n'est pas concerné pour l'instant par la cible prioritaire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez regardé chez Pierre? Les effets indésirables. Moi, c'est plutôt ça qui me... Donc, vous attendez les effets indésirables. Donc, 15 minutes et après, j'y vais. D'accord. Non. Vous attendez les effets indésirables chez lui. Oui. Et puis, vous attendez la maladie chez vous. Non. Parce que plus vous attendez... Non, mais c'est très important. D'accord, on se comprend. Non, juste pour dire, il ne faut pas traîner longtemps. Si vous traînez longtemps, pendant que vous attendez de regarder les effets indésirables, vous attendez aussi de choper la maladie. Donc, plus vite vous allez le faire, mieux ça vaudra. Docteur Epa, oui, vous voulez dire... Ce que je voulais ajouter, c'est que, certes, il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur la vaccination, mais il ne faudrait pas qu'on se limite seulement au vaccin Covid. Faisons un retour en arrière et voyons tous les vaccins qui ont sauvé vraiment le monde. Et toutes les pandémies auxquelles l'humanité a été confrontée. Parce que ce n'est pas la première pandémie qu'on prend la variole. On voit aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, lorsqu'on prend même la rougeole, il y a des étudiants en médecine, c'est rare de voir des cas de façon physique. Ils sont obligés de voir dans les livres. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la polio, mais avant, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des pieds gâtés, qui se promenaient partout, mais aujourd'hui, de moins en moins, on voit des enfants. Donc, il faudrait qu'on voit de façon globale que la vaccination a apporté beaucoup à l'humanité et continue d'apporter beaucoup à l'humanité. Donc, faisons confiance à la vaccination. Parce que dans l'ancien temps, ça nous a aidés et dans le futur, ça va vraiment beaucoup nous aider. Je peux juste... Voilà, en fait, je pense que les gens ne sont pas contre la vaccination. Même moi, je suis pour la vaccination. Je me suis fait vacciner de nombreuses fois. Mais c'est plus le temps, voilà, c'est l'urgence, en fait. Mais c'est ce qu'on dit, c'est la prouesse scientifique. Aujourd'hui, vous voulez... La question que les gens se posent légitimement, c'est pourquoi il y a une prouesse sur cette pandémie-ci, alors qu'il y a d'autres maladies qui tuent beaucoup plus que la Covid-19 et pour lesquelles la recherche n'est toujours pas parvenue à trouver des vaccins. Un exemple comme... Je parle aujourd'hui, il y a le vaccin contre le palu. Le VIH, par exemple. Le VIH, il y a des vaccins en développement. Il y a des candidats de vaccins. En fait, oui, mais bon. Oui, mais lorsqu'on prend, en fait, tout dépend de l'ampleur de la pandémie et aussi du mode de contamination.
Parce que lorsqu'on prend le VIH, on connaît son mode de contamination. On peut se protéger plus facilement. Voilà, plus facilement. Mais lorsqu'on prend la Covid-19... La Covid, c'est plus volatile. Voilà, c'est plus volatile. Donc, en fait, en fonction des pandémies et autres, je pense que le monde a mis vraiment tous les efforts en place pour pouvoir vraiment produire des vaccins. Donc, il y a eu une conjugaison d'efforts de tous azimuts. Il y a quelque chose qu'on oublie. Il y a 1 an, vous vous souvenez, en Europe, en Australie, c'est des animaux qui parcouraient les rues pendant que les gens étaient confinés chez eux. C'est ça. Enfin, pour nous, nous, depuis 30, 40 ans, 30 ans, c'est la première fois qu'on voit une épidémie qui amène l'homme à être coincé. On se comprend. Alors, face à cette urgence, c'est clair qu'on réfléchit plus vite. Quand on est dos au mur, on réfléchit plus. On a la chance dans notre pays, dans nos pays, c'est moins létal, mais ailleurs, ça fait beaucoup de dégâts. On ne va pas regarder ça continuer. Donc, quand c'est comme ça, on a le dos au mur, il faut aller vite. D'accord. Voilà. Covid, vaccin, cinéma de l'INSEE. Dans peu de temps, Hollywood va sûrement faire un film sur tout ça. Marquons une pause, il y a la pub. Ce sera la toute dernière pause. On se retrouve dans quelques instants pour le dernier virage de cette télé d'ici. Ce sera tout pour cette émission entièrement consacrée à la vaccination contre la Covid-19 initiée depuis le 1er mars dernier avec donc une cible prioritaire qui se situe dans la région d'Abidjan, qui, vous le savez, donc est l'épicentre de cette pandémie. On en a parlé tout au long de cette émission et on présume que vous disposez désormais du maximum d'informations et de toutes les informations dont vous aviez besoin. L'occasion pour moi, pour terminer cette affaire, de remercier professeur Niké Zakalépri, chargé d'études du service surveillance et épidémiologique. Merci d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Dr Epa Kwaku, administrateur PEV UNICEF, d'être passé par la télé d'ici. Merci à l'INSEE. Merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du collège Sépi Yopougon qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On va terminer cette émission avec un jeune musicien. Il est âgé de seulement 21 ans, mais il collabore avec les plus grands noms de la musique urbaine en Côte d'Ivoire. C'est un pianiste. Il a démarré avec le piano à seulement 8 ans à l'École nationale de musique de Côte d'Ivoire. Je le disais tantôt, il a accompagné bien d'artistes. Il a été surtout révélé en 2018 en accompagnant en tant qu'instrumentiste l'artiste Safari Lobiang. Depuis lors, il collabore avec David Tairo, Suspect 95. Il a collaboré avec Feu DJ Arafat et vous allez d'ailleurs réaliser et reconnaître certainement certaines sonorités dans la prestation qu'il nous donne d'apprécier maintenant. Je vous invite à accueillir live, right now, sur la scène de la télé d'ici, Yannick Seri. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
Le talentueux Yannick Seri, merci de l'applaudir. Good job. Very good job.